Bonjour à tous. Donc, je suis Cécilia Fouvry-Renzi, en charge de l'activité hydrogène chez Air Liquide en France, en Italie, en Espagne et Portugal. Et je suis avec Sylvain. Bonjour à tous, Sylvain Gérard, directeur commercial Europe pour l'activité hydrogène énergie chez Air Liquide. On est ravis d'être présente pour la troisième fois au Salon d'Evolution. Et aujourd'hui, on voulait prendre l'opportunité de vous partager un état des lieux, des perspectives et les enjeux de l'hydrogène liquide, qu'on pense que c'est vraiment un moyen qui doit être développé pour nous permettre de développer et massifier cette filiale hydrogène, et en particulier pour la mobilité. Quelques points sur l'hydrogène liquide. Donc, on est vraiment convaincus que c'est le carburant qui va nous permettre de développer une mobilité zéro émission. Donc, c'est une molécule qui est liquéfiée à moins de 153 degrés, avec donc des enjeux technologiques très forts, parce qu'on doit développer des compétences techniques pour pouvoir donc le produire à moins de 153 degrés, et après être capable de le stocker, pour pouvoir donc être utilisé, donc le stocker dans un volume réduit, de façon qu'il soit disponible pour alimenter donc la mobilité hydrogène. Air Liquide travaille depuis plus de 60 ans pour le développement de l'hydrogène, et en particulier, il a accompagné l'aventure spatiale d'Ariane 1 jusqu'à Ariane 6 aujourd'hui, dans laquelle l'hydrogène liquide, c'est une des ergols liquides qui est utilisée dans la propulsion de roquettes, de la fusée. Et donc, on pense qu'après l'épopée spatiale qu'on a vécue depuis 60 ans, à partir des maintenant, c'est vraiment l'épopée de la mobilité dans laquelle on doit travailler ensemble pour développer l'utilisation d'hydrogène liquide dans les années à venir. Donc alors effectivement, l'hydrogène liquide a commencé avec l'aventure spatiale. Et Air Liquide a été engagé dans cette aventure dès le début. Ça fait plus de 50 ans et on a d'ailleurs créé notre centre de technologie avancée à Sassenage en 1962, lié au développement sur l'hydrogène liquide. Alors une fusée, ça consomme beaucoup d'hydrogène liquide, de l'ordre de 30 tonnes par lancement pour Ariane 5. Et il a fallu construire des unités de liquéfaction avec des capacités correspondantes à ces besoins. En Europe aujourd'hui, on a 3 liquéfacteurs. Il existe 3 liquéfacteurs de 10 tonnes par jour chacun. Air Liquide opère un liquéfacteur à Vasier, dans les Hauts-de-France. On opère également un liquéfacteur à Bécancour, au Canada. On produit de l'hydrogène liquide renouvelable, puisque cet hydrogène est produit par un électrolyseur PEM de 20 MW, alimenté par de l'électricité renouvelable. Et puis, on opère également un liquéfacteur à Kourou, en Guyane, et on vient de démarrer un nouveau liquéfacteur de 30 tonnes jour au Nevada, aux États-Unis. Alors, l'hydrogène, une fois liquéfié, il faut le transporter. On conçoit et on fabrique nos trailers de forte capacité. On transporte de 3 à 4 tonnes d'hydrogène liquide dans les camions que vous voyez ici. Et puis ensuite, il faut alimenter cet hydrogène liquide dans la fusée, dans des réservoirs cryogéniques particulièrement adaptés pour un environnement spatial qui est extrêmement contraignant. Le décollage, c'est beaucoup de vibrations, c'est des accélérations très fortes, des dégagements de chaleur. Donc Air Liquide conçoit et fabrique ces réservoirs cryogéniques pour le programme Ariane. Donc fort de cette réussite dans l'aventure spatiale, comment l'hydrogène liquide peut nous aider à développer la mobilité sur Terre? Alors tout d'abord, l'hydrogène sous sa forme liquide peut répondre à des besoins d'autonomie pour la mobilité lourde. Et on peut mentionner la mobilité par route, les camions notamment. Daimler a un programme de développement de camions qui embarquerait de l'hydrogène liquide dans les réservoirs. On peut mentionner le secteur du maritime également, avec le projet d'Energy Observer, ce bateau qui emporterait de l'hydrogène liquide à bord. Et puis on peut citer également l'aviation avec les développements de l'avion à hydrogène d'Airbus. Donc Air Liquide collabore dans ces 3 projets. Donc de l'hydrogène liquide à bord pour les véhicules, pour plus d'autonomie, mais l'hydrogène liquide, c'est aussi un très bon moyen d'augmenter l'autonomie des stations hydrogène qui délivrent de l'hydrogène gazeux aux véhicules. Ça augmente l'autonomie des stations et ça optimise la logistique de ces stations. Donc Air Liquide exploite ce type
de chaîne de valeur. On exploite en amont les liquéfacteurs depuis plusieurs années et on exploite également la chaîne logistique associée depuis plusieurs années de manière sûre et efficace. Donc ces nouveaux besoins en hydrogène liquide nous font penser que la demande va être en forte croissance. On s'attend à de l'ordre de 1000 tonnes par jour d'hydrogène liquide en 2030 en Europe. Et cette estimation est renforcée par la forte dynamique qu'on observe dans d'autres régions du monde, puisque on voit déjà en projet le doublement de la capacité de liquéfaction installée dans le monde aujourd'hui. Donc on l'a vu, pour la mobilité, l'hydrogène liquide pour répondre à des besoins d'autonomie importants pour la mobilité lourde, mais également pour une logistique efficace et économique. Alors, quelles sont les différentes chaînes de valeur de l'hydrogène? Ici, on représente de la production à la distribution. Concentrons-nous sur le segment de la mobilité. Et alors, on ne représente pas volontairement ici la solution du petit électrolyseur dédié à une station, puisque pour nous, ce n'est pas une solution économique. Rappelons que le coût de l'hydrogène, principalement, dépend du coût de l'électricité qui alimente l'électrolyseur. Donc, pour produire de l'hydrogène compétitif, il convient d'avoir accès à de l'électricité renouvelable ou bas carbone à bas coût, ce qui n'est pas possible pour un petit électrolyseur connecté au réseau de distribution électrique. Donc on représente des unités de production centralisées de type électrolyseur, 100, 200 MW, voire plus, du réformage de biogaz ou de gaz naturel avec capture de CO2. Ensuite, la chaîne de logistique, elle peut être gazeuse, haute pression, elle peut être liquide, ou bien par canalisation, si on a la chance d'installer une station de distribution hydrogène à proximité de ces canalisations hydrogène. Et donc le choix de cette logistique, typiquement, va dépendre de la capacité, de la taille de la station hydrogène qui va délivrer au véhicule. Et pour une station de capacité de l'ordre de 1 à 2 tonnes jour maximum, une logistique gazeuse haute pression, 300 bars, 635 bars, sera optimisée, sera économique. Par contre, pour une station de plus de 2 tonnes jour et au-delà, il faudra passer à une logistique liquide qui sera la plus économique et d'un point de vue opérationnel la plus pertinente. Quels sont les enjeux qui nous attendent pour pouvoir développer une filière d'hydrogène liquide? Donc la sécurité. On voulait déjà vous partager un état des lieux sur la sécurité. Donc depuis le démarrage de l'aventure spatiale, donc on a effectué 256 lancements donc de différentes fusées et il n'y a jamais eu un incident qui soit lié à la sécurité ou à l'utilisation de l'hydrogène liquide ou hydrogène gazeux. Sur les 15 dernières années d'utilisation d'hydrogène liquide dans le monde spatial ou dans le monde industriel, parce qu'aujourd'hui on utilise aussi l'hydrogène liquide pour des applications industrielles, on a eu des incidents, des événements, mais on n'a jamais eu des accidents graves, surtout des accidents avec des décès ou des impacts de personnes qui ont été donc déclenchés pour des motifs de sécurité liés à l'hydrogène liquide. Donc ce qu'on veut vraiment vous partager, qu'aujourd'hui on a dans le monde des sociétés compétentes qui connaissent bien les technologies, l'utilisation et qui font qu'on peut développer cette filière en toute sécurité. Et on voulait aussi vous mettre un exemple d'une station qu'on est en train de construire et qui va bientôt être mise en opération en Asie, en Japon, dans laquelle donc, on a une station hydrogène liquide dans un milieu urbain avec donc à des distances très proches des habitations. Vous savez que le Japon est très dense, et donc avec des distances très proches des habitations ou des voies de passage avec des véhicules. Et dans l'analyse de risques, pour pouvoir donc implanter en sécurité, on met vraiment la sécurité au centre de nos installations, dès la conception jusqu'à l'usage, surtout en prenant en compte quelles sont les phases dans lesquelles le risque est plus élevé, qui sont sûrement la phase dans laquelle il y a du mouvement du gaz. Donc c'est au moment de chargement et déchargement de l'hydrogène liquide. Et donc on a beaucoup travaillé avec les autorités japonaises pour pouvoir donc faire les analyses des risques. On a étudié les effets dominos, l'effet d'impact qu'une installation en milieu urbain pourra avoir, pour pouvoir donc valider avec l'administration une solution technique qui réponde aux contraintes. Et on voulait vous partager ces exemples parce qu'on pense vraiment que les enjeux pour la France et pour l'Europe à venir, c'est vraiment l'évolution
de la réglementation en France et une harmonisation de la réglementation parmi tous les pays. En particulier, déjà, commençons à harmoniser la réglementation au niveau européen et après, idéalement, avec les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réglementation de référence. On se base beaucoup sur les connaissances industrielles qui utilisent l'hydrogène liquide depuis 1970, mais dans un milieu spatial, dans un milieu industriel. Et on a vraiment besoin de travailler avec l'administration pour pouvoir donc mettre un cadre normatif pour pouvoir développer cette filiale. Aujourd'hui, on a des documents de référence qui sont surtout des documents de référence américains qui prend en compte la conception et l'utilisation. Mais on a besoin de faire évoluer l'évolution française sous des points spécifiques, les seuils d'autorisation, les seuils de déclaration pour pouvoir stocker. Si on veut développer une mobilité avec des stations de 2 ou plus tonnes par jour, on a besoin de travailler sur les seuils de déclaration, les seuils d'autorisation, la capacité de stockage sur l'hydrogène. Et donc, on voulait passer un message fort en disant on a notre force pour pouvoir déployer ensemble, mais il faut vraiment qu'on travaille avec l'administration sur ces points. Et donc pour finir, on voulait vous donner quelques perspectives et faire un focus sur 2 segments qui nous semblent très prometteurs, avec une forte demande en hydrogène liquide, c'est le maritime et l'aviation. Alors le maritime, l'Organisation maritime internationale estime à 300 millions de tonnes par an la quantité de carburant utilisée par le maritime. Ça représente 3% des émissions anthropogéniques globales de CO2. Et cette organisation s'est fixée une ambition qui est de réduire de 50% ses émissions à 2050. Et pour atteindre cette ambition, plusieurs solutions devront être développées. Ça va passer par de l'optimisation opérationnelle des flottes, ça va passer par du développement de navires plus performants, mais également par le recours à des carburants bas carbone. Et dans ces carburants, on peut citer l'hydrogène évidemment, le biogaz, le bio-LNG, le méthanol, l'ammoniac ou les biocarburants. Alors le choix du carburant pour le secteur maritime va être le résultat d'un compromis assez complexe et subtil entre l'empreinte carbone de ce carburant, la disponibilité des ressources primaires pour fabriquer ce carburant, c'est un élément important quand on veut alimenter des bateaux sur toute la planète, et également la densité énergétique du carburant et le volume qu'il va occuper à bord, puisque il ne faut pas compromettre par la taille du réservoir le volume utile du navire. Et donc l'hydrogène liquide a une très forte densité énergétique. Rappelons que 1 kg d'hydrogène liquide équivaut en termes d'énergie à 3 kg de pétrole. Par contre, son volume à bord va être 4 fois plus important que du diesel maritime. Pour l'ammoniac, le méthanol, c'est un peu meilleur en termes de volume, mais c'est moins bon que le diesel maritime. Donc l'hydrogène liquide, dans un premier temps, va plutôt s'adapter à des navires à autonomie limitée, donc du navire côtier, et puis par la suite sera en concurrence avec le méthanol ou l'ammoniac pour des navires de taille plus grosse. Et enfin, mentionnons le rôle essentiel que va jouer les ports, comme développement du hub d'hydrogène liquide, puisque les ports sont des interfaces entre 2 mobilités lourdes, intensives, le maritime et le terrestre. Mais les ports seront également potentiellement des lieux d'import-export d'hydrogène liquide. Donc ça va les rendre des places incontournables pour le développement de cette solution de carburant zéro émission. Autre écosystème qui va être clé pour le déploiement de la filiale hydrogène, donc filiale hydrogène et gazeuse actuellement pour démarrer, mais à terme sur la filiale liquide, c'est l'écosystème des aéroports, dans lequel, là aussi, on a souvent des enjeux très forts des mobilités routières. Donc, on a toute la mobilité qu'on appelle côté piste, donc, et toute la mobilité autour des aéroports, parce que souvent, autour des aéroports, c'est aussi des hubs logistiques très denses. Et donc, on pense vraiment que l'hydrogène va jouer un rôle clé pour décarboner donc, les transports routes à l'intérieur des pistes et autour des aéroports. Et en parallèle, commencer à introduire l'hydrogène dans l'écosystème aéroportuaire, parce qu'à terme, on a annoncé et on est convaincu comme Airbus que l'hydrogène liquide sera utilisé pour la mobilité des avions. Donc les premiers tests de vol utilisant l'hydrogène liquide avec Airbus, ils sont programmés pour 2026. Et la commercialisation
donc de l'hydrogène liquide par les avions, en particulier pour les avions des moyennes distances, donc pour les trajets en Europe, est annoncé pour 2035. Donc on a besoin, dans les années à venir, de transformer tout l'écosystème pour pouvoir accueillir l'hydrogène liquide. Et donc il y a des enjeux très forts, soit sur les infrastructures aéroportuaires, soit sur les techniques pour pouvoir stocker l'hydrogène, parce qu'il faudra donc, pour pouvoir utiliser l'hydrogène, avoir un réservoir qui est multiplié par 4 en taille et qui soit capable de stocker l'hydrogène liquide à moins de 150 degrés. Moins de 250. Voilà les enjeux et l'état des lieux qu'on voulait partager avec vous. On est à disposition pour des éventuelles questions. Bonjour, merci Benoît Poulet de Shell. Merci pour la présentation. Je pense au point que vous mentionniez que finalement la liquéfaction c'est assez centralisé. Enfin, il faut un endroit où la liquéfaction est faite. J'aimerais avoir votre vue sur le fait que finalement les aéroports c'est quelque chose d'assez décentralisé. Qu'est-ce qu'il va y avoir entre ces points de liquéfaction et les aéroports pour amener cet hydrogène liquide pour l'aviation ? Alors pourquoi ne pas imaginer un liquéfacteur sur la zone aéroportuaire? C'est aussi des disponibilités foncières importantes, les aéroports. J'ai mentionné les ports comme étant potentiellement des hubs de développement de l'hydrogène liquide. Les aéroports également peuvent être éligibles à ce type de développement pour l'hydrogène liquide. Les avions vont consommer beaucoup d'hydrogène liquide. Si on parle de plusieurs centaines de tonnes par jour, il convient de mettre le liquéfacteur à proximité des usagers et donc des avions. D'autres questions? Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait croire ou penser que c'est plutôt l'aviation avec de l'hydrogène liquide plutôt que des e-carburants qui prendraient le pas d'ici quelques années? L'hydrogène liquide ne répondrait pas à il ne résoudra pas toute seule toutes les questions qui sont la décarbonation du monde aéronautique. Et donc, effectivement, il y aura une cohabitation des différentes solutions. Sûrement, dans les moyens termes, je parle au nom des compagnies aériennes ou d'Airbus, donc c'est les SAF, donc c'est les fuels sustainables qui vont être développés. Et en parallèle, donc, il y aura des solutions alternatives, dont l'hydrogène qui permettent une solution zéro carbone. L'hydrogène sera plutôt utilisé pour des transports moyens courses, donc 1000, 2000 maximum kilomètres. Et en tout cas, on aura toujours besoin des solutions alternatives biodiesel pour les longues distances pour lesquelles l'autonomie de l'hydrogène ne sera pas suffisante. Mais les deux vont cohabiter. En tout cas, c'est un enjeu très fort du monde aéronautique de trouver des solutions et il y aura une cohabitation avec d'autres solutions. Et ce qu'on peut mentionner également, c'est l'intérêt économique de l'hydrogène liquide. Les e-fuels seront beaucoup plus chers à produire, puisqu'il faut produire d'un côté l'hydrogène, capturer du CO2 biogénique pour faire des e-fuels. Donc les e-fuels seront incontournables, comme on l'a dit, sur les longs courriers, mais l'hydrogène liquide, même si ça nécessite un développement du réservoir, de l'environnement de l'avion, etc., compte tenu de la durée de vie des avions, même chose pour les bateaux, c'est un investissement, un développement et un effort qui peut être fait, puisque le carburant, ensuite, tous les jours coûtera moins cher que des e-fuels pour des vols régionaux. D'autres questions? On vous entend pas. C'est bon? Bonjour, Stefano Capponi, Tenaris. May I make the question in English, please? Yes. Perfect. Or Italian. Italiano, grazie, possible. Now, you were commenting the increase of the demand in Europe up to 1,000 tons and the chance to have regional hubs as the airports and the ports. What is the size of the plants of liquefaction you are expecting to be in the future? Okay. Good point. Yes, to achieve the target price for the mobility, and if we consider liquid supply chain,
like this one, we consider the minimum size of the liquefaction plant should be around 30 tons per day. So similar to the size of the plant we've just started in Nevada in US. So starting from 30 and going further. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de la sécurité. Est-ce qu'il existe un embryon d'autorité de sûreté en France, comme au Japon, qui soit quelque chose de national? Ou où est-ce qu'on en est sur ce sujet-là? Aujourd'hui, effectivement, donc, il y a des actions qui sont déjà coordonnées par France Hydrogène. Donc, il y a tous les acteurs qui participent à France Hydrogène. Il y a une commission au sein de France Hydrogène pour lister les priorités à travailler avec l'administration française, avec le gouvernement de la sécurité. Et donc, l'hydrogène liquide, c'est clairement identifié. La réglementation qui est le déploiement de l'hydrogène globalement et en focus avec l'hydrogène liquide, il est bien identifié dans les groupes de travail animés par France Hydrogène. Et après, effectivement, on entame des discussions avec les ministères donc, et les DREAL nationaux et locaux pour pouvoir voir comment modifier cette réglementation pour accélérer. Parce que le sujet principal de la réglementation, qu'on a besoin d'accélérer les changements et de mettre un cadre, parce qu'aujourd'hui, sur beaucoup de situations, les cadres n'existaient même pas, pour être sûr qu'on puisse développer une filière hydrogène haute pression gazeuse et liquide. Oui, mais est-ce que vous avez en face de vous, je connais France Hydrogène et le travail qu'il fait, mais par contre, si on prend un autre exemple qui est l'industrie du nucléaire, par exemple, il y a un acteur qui s'appelle l'Autorité de sûreté nucléaire, qui est un organisme qui a, lui, autorité pour discuter avec les acteurs de la filière pour surveiller est-ce que dans le domaine de l'hydrogène, il y a la même chose au niveau français et au niveau européen? Tout à fait. Donc, à niveau français, on a des interlocuteurs identifiés à l'intérieur du ministère, de la direction des de la sécurité et de la prévention, qui sont nos interlocuteurs, mais on entame les discussions. Donc, il n'y a pas une autorité équivalente du nucléaire. Et on me fait signe qu'on doit s'arrêter. Donc, je sais qu'il y a une autre question, mais vous pouvez passer nous voir pour les questions. Merci beaucoup.